Bonjour, donc aujourd'hui je suis là pour ma présentation finale, la dernière, que je fais et que je continue donc sur l'orthographe auquel j'ai ajouté le groupe nominal et le groupe verbal, toujours à la période du moyen français. Donc on commence par l'orthographe. Donc comme on a déjà vu la dernière fois dans l'autre présentation, dès le XIIIe siècle, de très gros changements s'opèrent notamment par l'influence de tous ces scribes qui recopient tous les textes anciens et auxquels ils ajoutent leur propre influence. L'orthographe commence à partir de ce moment à avoir une physionomie qui permet une meilleure compréhension. C'est-à-dire que, on n'a plus besoin de lire le texte à haute voix pour enfin le comprendre. À la vue, le texte est beaucoup plus aéré, beaucoup plus lisible et donc plus facile à lire et donc plus facile à la compréhension. L'orthographe, lui, donc commence à se figer, commence à y avoir certaines règles qui sont bien définies, alors que elle, la prononciation continue d'évoluer très lentement. Mais ce système vocalique reste quand même, pour tous ces scripts, très difficile à retranscrire, notamment les diphtongues. Pour la ponctuation, les premiers signes d'une nouvelle ponctuation arrivent plus ou moins en même temps et arrivent dès le XIVe siècle. On voit ce changement s'opérer principalement avec l'avènement de la prose. De nouvelles lettrines de couleur marquent le début des paragraphes et des points, les points finaux, pas toujours utilisés en fin de phrase, arrivent et marquent les pauses dans le texte, encore une fois, pour plus de clarté, pour plus de compréhension. Ainsi, le poème de Christine de Prizan, La grande douleur que je porte, nous donne un très bel exemple d'organisation en vers, terminé par un point, qui nous permet donc à la lecture une meilleure compréhension puisqu'on voit là où les vers se terminent, là où l'idée se termine, et donc une lecture plus facile du poème. Donc un exemple, le poème « La grande douleur que je porte est si aspre et si très forte qu'il n'est rien qui conforter ne peut apporter. Joie, ainsi vous le droit être morte. Puis je me perds mes amours, mon ami, mon espérance, qui s'en va dedans brave jour hors du royaume de France. » Donc ce premier point final nous permet en effet de voir où se termine l'idée et de mieux comprendre ce que l'auteur, ce que le poète cherchait à dire. Dans cet exemple, on a des virgules. Impossible de retrouver donc une transcription du poème avec ou sans les virgules. C'est pas très clair si de Prizan utilise elle déjà la virgule dès le XIVe siècle, mais on sait qu'il faudra attendre le XVIe siècle pour que le reste de l'orthographe vraiment se mette à jour avec donc les virgules, les accents, les points-virgules et tout le reste de l'orthographe. Ce qu'on voit aussi arriver, c'est ces digraphes, ces nouveaux digraphes qui cherchent à nous permettre une meilleure transcription et aussi une meilleure compréhension. Donc ici, on a le digraphe OU, la lettre O et la lettre U, qui reste un héritage du O très fermé et très accentué qu'il existait en latin, mais qui offre énormément de problèmes de transcription, principalement pour les scribes, parce qu'il est très confondu avec le graphème U. Donc un nouveau phonème est donc créé afin de bien marquer la distinction entre OU et U. Christine de Prizan l'utilise déjà, ce nouveau phonème moderne, sans hésitation. On le voit tout de suite dès le titre de son œuvre, La grande douleur que je porte. Et on le retrouve tout au long du poème, notamment avec les substantifs, donc douleur, amour, et les verbes vouldroit et de mourir. Donc Christine de Prizan et sa poésie confirment, comme on avait déjà vu auparavant, que l'orthographe phonétique en ancien français devient en moyen français une orthographe beaucoup plus idéographique. En effet, on part maintenant de l'alphabet latin pour arriver à un alphabet plus moderne, un alphabet qui part de 22 lettres en latin à 26 lettres en français moderne. Donc encore une fois, grâce à ces transcriptions, grâce à ces changements, grâce à cette orthographe idéographique, l'orthographe est beaucoup plus compliquée, mais en même temps, il n'est donc plus nécessaire de lire un texte à haute voix et de faire les erreurs pendant la lecture pour vraiment bien le comprendre. D'autres changements s'opèrent, il n'y a pas que l'orthographe, le groupe verbal aussi, lui, change énormément. Que ce soit la conjugaison latine qui est très lentement abandonnée,
ou la structure de la phrase qui est de nouveau manipulée, le français subit donc de nombreuses transformations. Le temps choisi des récits se transforme et se mélange. Il est désormais normal de voir des textes utilisant un mélange de passé simple et de passé composé qui n'existait pas jusqu'alors. Christine de Prison, elle, utilise le présent de narration. Ce présent de narration disparaît rapidement dès le XIVe siècle. Mais de Prison s'y attache et reste et fait partie de ces 20% d'auteurs qui l'utilisent encore. Et donc on peut voir que donc, tout ce poème est au présent de narration. On le sait dès le titre de l'œuvre, avec la grande douleur que je porte donc au présent. C'est donc le témoignage non seulement que les conjugaisons modernes arrivent, on abandonne ces déclinaisons et ces conjugaisons assez difficiles du latin, mais on transforme et de nouvelles formes viennent enrichir les temps déjà existants. Ce présent de l'indicatif finira par perdre sa valeur de passé et finira par être remplacé en français moderne. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est l'infinitif. En ancien français, on employait l'infinitif complément sans préposition dans des cas nombreux où nous, à l'heure actuelle, on utiliserait les prépositions à ou de. De Prison, elle, continue cet usage dans ses œuvres, comme on peut le voir dès le premier vers de son poème. Par exemple, elle écrit « Qu'il n'est rien qui conforter ne peut ne apporter ». De Prison, à mon avis, représente très fortement et ce témoin que les changements de la langue se font sur une période très longue, très lentement, comme on l'avait déjà vu avec la ponctuation. Donc ces changements sont adoptés petit à petit par plusieurs auteurs pour les faire rendre partie intégrante de la langue. D'autres transformations se font aussi sur l'accord entre le sujet et le verbe. Le verbe qui est précédé de plusieurs sujets peut s'accorder avec l'ensemble de sujets et se mettre au pluriel. Mais il existe cette liberté de construction qui est assez grande encore dans la langue du Moyen-Âge, que le verbe peut ne s'accorder qu'avec le sujet qui est le plus rapproché, même si ce sujet est au singulier alors que tous les autres sont au pluriel. C'est-à-dire qu'en gros, l'auteur fait ce qu'il veut. Donc cela arrive surtout quand les sujets sont joints entre eux par cette préposition « et ». Et donc Christine de Prison le montre lors de l'avant-dernière ligne du poème. Elle prouve cette liberté d'accord puisqu'elle garde le verbe rapporté au singulier alors qu'il a deux sujets, joie et deuil. Il n'y a pas de règle bien conscrite, il n'y a pas de règle bien définie. L'auteur fait ce qu'il veut quand il en a envie, quand ça lui plaît. Enfin, l'article défini. En ancien français, l'article défini ne s'emploie pas si on peut clairement comprendre à qui l'auteur fait référence et donc s'utilise assez rarement. Ces articles provenant du latin se perdent et se transforment et commencent à faire place à leurs formes très simples, les formes que l'on utilise donc maintenant en moyen français, donc le, la et les. De Prison utilise l'article à certains endroits mais ne l'utilise pas à d'autres. Est-ce que c'est une liberté de sa part? Est-ce que c'est volontaire de sa part? Est-ce que c'est juste une marque que, encore une fois, cette adoption et ces changements se fait doucement et très lentement? Seule elle le sait, je n'ai pas la réponse. Mais on commence à voir donc ces changements dans son poème. Un gros changement encore qui s'opère, c'est la structure de la phrase. L'ordre des mots commence donc à changer et à s'éloigner de plus en plus de cette langue latine qui jusque-là influençait la langue. Le moyen français commence donc à imposer un ordre des mots très fixe et voit se généraliser l'ordre que l'on connaît maintenant dans la langue française, c'est-à-dire sujet plus verbe plus complément. En ancien français, encore une fois, les auteurs écrivaient comme eux, ils en avaient envie, avec un mélange de mots et de structures qui étaient à leur gré en fait. Enfin, il existait en latin une quantité d'adjectifs qui n'avaient pas de féminin et qui suivaient leur propre déclinaison et ne marquaient pas le genre, un peu comme si c'était un adjectif neutre, si vous voulez. Ce système s'infiltre en ancien français et garde toujours au XIVe siècle cette forme qui ne porte pas le genre. Donc c'est ni féminin, ni masculin. On le voit tout de suite donc avec le titre du poème de Christine de Prison, qui s'intitule donc « La grande douleur que je porte ».
Grande signifie ici grande. Donc on peut le voir, l'adjectif n'est pas féminin, il reste neutre, il ne marque pas d'appartenance à un genre. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation sur ces adjectifs. Merci pour cette année, merci d'avoir été patient, d'avoir répondu à toutes les questions et bon été à tout le monde et à bientôt. Au revoir.